Voici les plus jeunes ambassadeurs que le président de la République ait jamais reçus. Cette ambassade réellement extraordinaire est fort importante malgré l'extrême jeunesse de ses membres. Et M. René Coty s'entretient longtemps avec chacun d'eux, les questionnant au moment où ils vont quitter la France sur les impressions qu'ils retirent de leur séjour. Mais vous avez parcouru toute la France? Pourquoi vous a-t-on invité à cet extraordinaire voyage? Ça, c'est toute une histoire. Pour vous la raconter, tournons les pages. L'histoire avait commencé bien loin de la Tour Eiffel, d'où ils vont faire connaissance avec Paris. Quelques jours plus tôt, ces enfants étaient dans leur Afrique natale. Ils vivaient à des milliers de kilomètres les uns des autres, chacun dans un territoire différent. Tous, ils étaient de bons élèves, d'excellents élèves. Aussi furent-ils choisis pour venir, dans leurs capitales respectives, disputer un surprenant concours avec les autres meilleurs élèves de leur territoire. Cela se passait à Brazzaville comme à Dakar, à Bamako comme à Yaoundé, dans des théâtres bondés de spectateurs. Au premier rang, des ministres et toutes les personnalités. Sur la scène, devant les candidats, un micro de la radiodiffusion de la France d'outre-mer qui transmettait dans tout le pays le reportage de l'épreuve. Le concours semblait fait d'une suite de jeux. En réalité, cette série de tests révéla peu à peu les qualités profondes de chaque candidat et désigna finalement le vainqueur. Aussitôt, cet écolier inconnu devint le représentant de toute la jeunesse de son territoire et l'invité de la France. Alors commença une aventure de rêve. Un avion d'Air France, et quelques heures après avoir quitté la brousse natale, voici Paris. 14 territoires, 14 lauréats, 14 petits ambassadeurs et immédiatement une équipe. Ces enfants, aussi différents les uns des autres que des Suédois et des Espagnols, s'entendent comme des compatriotes. Le lien qui les unit, la langue et la culture française, l'appartenance à une même communauté. Voici enfin devant le centre de diffusion française où fut organisé leur voyage, l'autocar Renault qui en 2 mois va leur faire le tour de France. Nous n'aurons pas le temps de les accompagner sur ces 6000 kilomètres. Mais voulez-vous que nous feuilletions avec eux, sans nous soucier de l'ordre géographique, leur album de souvenirs? Là, nous sommes à Dunkerque. Voici la statue de Jean Bart. Et puis, nous visitons les chantiers navals. On y fabrique d'énormes navires, des pétroliers de 40 000 tonnes, je crois. En voici un qui a déjà l'air de quelque chose. Tenez, en voilà un qu'on lance. Maintenant, on est en train de l'achever. Bientôt, il partira sur les mers. Ça, c'est en Alsace? Oui, à Obernai. Nous avons été invités à une grande fête. On célébrait le mariage de l'ami Fritz. C'était inspiré d'un roman que je connaissais. Je l'avais lu à Abidjan. Eh bien, celui-là, il a l'air d'avoir trop chaud, c'est un comble. Non, à mon école, on me l'avait appris. L'Alsace a un climat très continental. Mais tous les jours, ce n'est pas dimanche. Plusieurs grandes usines accueillent la caravane. On y voit beaucoup de grands et extraordinaires jouets. Voilà un moteur électrique
qui ressemble presque à une station de métro. Chez Solac, en Lorraine, on s'équipe comme des grands. Mais la coulée d'acier fait tout de même un peu peur. À Belfort, chez Alstom, spectacle peu banal. Que dites-vous de cette espèce de machine à rouler les cigarettes qui, en quelques instants, met en cercle une plaque d'acier épaisse de 16 cm? Quel petit garçon a pu, comme nos jeunes héros, réaliser ce rêve inaccessible, jouer avec une locomotive, une vraie? Des jouets pour géants, en voici encore. À Grenoble, les laboratoires NERPIC, pour étudier la forme à donner aux jetés, aux digues, aux barrages, reconstituent ports et estuaires en d'immenses maquettes où déferlent les tempêtes artificielles. Ici, de petits esquifs illuminés dessinent la courbe des courants. Voilà un dernier essai qui fait rêver de promenade en canot automobile. Nous voici à notre départ de Valence. Nous avons descendu le Rhône en vedette. Le large fleuve présente sur ses rives tantôt des petites villes riches d'histoire et de charme, tantôt des plages d'aspect sauvage, derrière lesquelles se devine à travers les arbres la grande route la plus fréquentée de France. Tantôt il s'entoure de murs cyclopéens en ciment, se calme en un grand plan d'eau horizontal et tombe de 20 mètres dans une immense écluse dont la porte, en se levant comme un rideau de théâtre, découvre le décor du Midi. Voici l'usine de Bolène, alimentée par le barrage de Donzère, exemple de cette succession de complexes hydroélectriques qui font du vieux fleuve, chanté par Mistral, un des plus puissants travailleurs de France. Maintenant, vous allez voir. Alors là, c'est formidable. À Toulon, ils nous ont fait plonger en sous-marin. Les moteurs sont en avance, 4. Vous avez plongé vraiment? Oui, nous sommes descendus jusqu'au fond de l'eau. Enfin, presque. N'exagérons rien. Ils ont dû plonger à une trentaine de mètres au-dessous du niveau de la mer. Mais ils sont montés aussi nettement au-dessus. À l'aérodrome de Chasles-les-Eaux, nos jeunes Africains se sont initiés aux joies du vol à voile.
de plus en plus haut. À Chamonix, les enfants des tropiques voient pour la première fois de leur vie de l'eau solide, de la glace. Ils la voient et même ils la touchent. Mais, après avoir joué les Monsieur Perrichon sur la mer de glace, les jeunes Africains abordent maintenant l'authentique et très impressionnante haute montagne. Le plus haut téléphérique du monde. Voici le sommet de l'aiguille du Midi, 3800 mètres. Ici, face au Mont Blanc, saisis par tant de grandeur, un peu oppressés par l'altitude, surpris malgré leur gros chandail par le froid, sous l'ardent soleil d'été, les jeunes Africains resteront très impressionnés par cette ascension qui, il y a peu, n'était permise qu'aux alpinistes chevronnés. Eh bien, vous en avez fait des choses. Mais vous deviez être joliment fatigué au cours de ce voyage. Oh, ça, je vous assure que nous dormions bien le soir. Tenez par exemple à Royan, une ville magnifique, toute blanche, toute neuve. Voulez-vous voir comment nous étions reçus? Chacun de nous est allé passer 4 jours dans une famille. Et moi qui à Brazzaville n'ai que des sœurs, maintenant j'ai des frères. Et puis sur la plage, comme on s'est bien amusé avec tous les enfants qui étaient en vacances à Royan. Non, ce n'est pas une fabrique de sucre d'orge. Cette pâte qui sort d'un énorme four va devenir un immense ruban de glace. Cela se passe près de Compiègne, à l'usine de Chantereine. La glace resterait seulement translucide si on ne la polissait pas. Taillée d'un trait de diamant, la plaque brillante et fragile est saisie par des ventouses. Voilà de quoi en fabriquer des miroirs et des vitrines. Mais il est aussi une utilisation des glaces moins connue. Faire du feu. Ces recherches, des savants français les mènent sur un sommet des Pyrénées. Le laboratoire est installé à Montlouis, dans un vieux fort construit par Vauban, qui ne devait pas supposer qu'on renouvellerait là un jour l'expérience des miroirs ardents d'Archimède. Ce miroir plan de 100 mètres carrés suit le soleil comme un tournesol pour renvoyer toujours ses rayons sur ce grand miroir concave qui, les concentrant, crée en son foyer une température de 3000 degrés. C'est le four solaire. Là, les matières réfractaires se liquéfient, les métaux les plus purs se préparent. Et si l'on s'amuse à y placer une barre de fer, elle se met aussitôt à fumer et à fondre. Au cours de leur tour de France, les jeunes Africains ont tenu à aller voir comment on fabrique les autos et les avions qui leur ont permis de faire leur voyage. À Flins, Renault sort une voiture toutes les 23 secondes. Au fond, c'est un grand jeu d'assemblage.
Pour fixer les côtés et le toit, ils se servent d'une espèce de grosse machine à coudre. Mais non, c'est une soudeuse électrique. Tout ça, ça marche à une vitesse. Tiens, bien sûr, c'est l'usine d'auto la plus moderne du monde. Les voici à Que feront ainsi avec nous notre voyage. Et ils le feront plus tranquillement que vous. Oh, ce que vous avez dû courir pour avoir le temps de visiter tant de choses. Oui, beaucoup. Mais nous avons aussi habité à la campagne, dans un village, un si petit village que personne ne connaît son nom. Nous avons vécu là avec des paysans français, comme des paysans français. Il fallait qu'ils connaissent aussi la France tranquille, celle de tous les jours. La France, ce n'est pas seulement les régions riches d'art et d'histoire qu'ils ont visitées comme des touristes. Ce n'est pas seulement les usines les plus modernes, les trains de la minoire, les mines, les ports, les chemins de fer les plus rapides, toute cette France des records qu'ils ont admirés comme des ingénieurs, ni les installations agricoles les plus perfectionnées, les haras les plus célèbres dont les images se trouvent à d'autres pages de leur album. La France, c'est aussi le labeur opiniâtre et traditionnel. La France, c'est aussi la fraternité.